Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Si tu es sur cette vidéo, c'est peut-être que t'envisages de partir voyager en Namibie, mais que tu te poses des questions sur l'organisation, combien ça peut coûter comme type de voyage, ou même par exemple l'itinéraire, les transports à prendre, etc. etc. Et d'ailleurs, pendant mon propre voyage en Namibie, j'ai eu pas mal de questions sur Instagram, donc tu vas voir, c'est aussi ce qui va rythmer cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, je te fais toute une vidéo récap de mon voyage en Namibie, pour que tu puisses aussi organiser le tien. Donc je vais te parler de mon itinéraire, de mon mode de voyage, des différents logements, des transports, mais aussi des activités sur place et évidemment mes conseils pour organiser son voyage en Namibie. Comme d'habitude, tu peux retrouver dans la description le chapitrage de cette vidéo et aussi le lien vers tous les articles de la Namibie sur mon blog. Il y en a déjà 6 à peu près qui sont en ligne, peut-être même 7 à l'heure où je posterai cette vidéo. Et donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les questions. Donc déjà, c'est quoi la meilleure période pour venir voyager en Namibie? Donc personnellement, je suis partie à la fin du mois d'août pendant 17 jours parce que je suis partie le 22 août et je suis revenue le 9 septembre. Donc en Namibie, ça correspond à peu près à l'hiver austral, mais plutôt la fin de l'hiver. Donc on va pas se mentir, c'est un peu la haute saison aussi quand même en Namibie parce que c'est le moment où les températures sont les plus agréables, c'est-à-dire qu'en moyenne, on a eu genre 25 degrés, mais il y a quand même des différences de température à noter, notamment sur la côte atlantique. Donc quand on était vers Swakopmund, il faisait plutôt 15 degrés, et quand on rentrait beaucoup plus dans les terres, par exemple vers le Damaraland, là on a eu des températures pendant la journée qui montaient à 37 degrés. De toute façon, il faut savoir qu'en Namibie, peu importe la saison, les amplitudes thermiques sont absolument zinzin, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire 37 degrés la journée en plein milieu de la nuit, il faisait 8. Personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne période pour visiter la Namibie. Alors je peux pas dire avec certitude que c'était la meilleure période parce que je ne suis pas allée en Namibie à une autre période de l'année, mais j'ai trouvé que les températures étaient vraiment agréables, c'était pas nécessairement trop chaud, même si évidemment on a eu des 37 degrés, ça a été l'équivalent de 3 jours sur une période de 17. Et aussi, il faut quand même le noter, mais c'est pas la saison des pluies. Alors certes c'est la saison touristique, mais personnellement j'ai absolument pas été gênée par la foule. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu le tourisme de masse en Namibie, on n'a jamais trouvé qu'il y avait trop de monde. En tout cas, s'il y en avait, on l'a pas du tout ressenti. Je dirais que de manière générale, si t'as envie d'éviter la foule, alors il faut peut-être éviter la très haute saison, c'est-à-dire du 15 juillet au 15 août. Alors ensuite, quel était mon itinéraire? Et on m'a demandé si je recommandais cet itinéraire. Donc tout d'abord, on est arrivé à Windhoek, qui est la capitale de la Namibie, et on a décidé de rester un jour pour faire un peu une journée tampon, avoir le temps de se remettre du vol, et pouvoir aussi un peu apprivoiser entre guillemets la voiture, son fonctionnement et vraiment trouver notre installation dans la voiture avec la tente de toit. Ensuite on est parti direction Sesriem, c'est-à-dire le désert du Namib-Nokluft. On y est resté au total 2 jours et 3 nuits, c'est là qu'on a vu les fameuses dunes de sable rouge, on a visité Deadvlei et Sossusvlei notamment, mais aussi le canyon de Sesriem. Ensuite on est parti direction la côte atlantique à Swakopmund. Là pour le coup on est aussi resté 2 jours et 3 nuits, donc on a consacré une journée complète à la visite de Sandwich Harbour. Sandwich Harbour, c'est vraiment le lieu où tu vois le désert qui se jette dans l'océan Atlantique, donc c'est absolument incroyable. Et la deuxième journée, on l'a consacrée à la visite de Swakopmund. Après ça, on est parti plus à l'intérieur des terres, direction Spitskop, qui est la deuxième plus haute montagne de Namibie. On y a passé juste une journée et une nuit. Après ça, on est parti direction le Damaraland, donc techniquement on a passé 2 jours et 2 nuits dans le Damaraland, mais la première journée, c'était notre journée de départ en fait de Spitskop pour se rendre à notre lodge dans le Damaraland. Pendant cette journée-là, on a décidé de faire la randonnée de la White Lady à Brandberg Mountain, donc j'estime que ça constitue quand même une journée de visite. Et la deuxième journée, donc on était dans notre lodge dans le Damaraland, et là on en a profité pour faire une excursion d'une demi-journée pour aller voir les éléphants du désert. Et le soir, on avait une espèce de balade en fait d'organiser par le biais de notre lodge, qui était une Geology Engine Sundowner Stroll, pour le nom en anglais. Donc vraiment c'était une balade au coucher du soleil où le guide en fait nous expliquait pas mal de choses sur la faune et la flore du Damaraland. C'était assez intéressant et en fait à la fin ça se terminait par une dégustation de gin tout en haut d'une colline à côté du lodge devant le coucher du soleil. Et ensuite on est arrivé au fameux parc national des Tosha et je pense que ça a été notre plus longue étape parce qu'on y est resté au total 3 jours complets et 4 nuits. On a passé les 2 premières nuits dans un camp plutôt à l'ouest du parc national des Tosha et ensuite on a fait 2 nuits dans 2 lodges différents. Le premier c'était un lodge qui était tout au nord du pan des Tosha et la deuxième et dernière nuit c'était dans un tented camp comme ça s'appelle, donc c'est des tentes plus luxueuses on va dire, c'était pas notre tente de toit, pour le coup à l'est du parc national.
Et enfin, on arrive à notre dernière étape, c'est-à-dire le parc national de Waterberg. On y a passé une journée et 2 nuits sur place. On a fait surtout une randonnée, j'en parle un peu plus en détail dans mon vlog à ce sujet, donc je te mettrai le lien dans l'écran et dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Et ensuite, on a eu une dernière journée qui était vraiment la journée du retour parce que notre vol direction la France repartait le soir vers genre 20h30, quelque chose comme ça. Donc ça a vraiment été une journée de trajet pour partir du parc de Waterberg jusqu'à Windhoek. On a rendu la voiture, on a passé la voiture au car wash, on a déjeuné et ensuite on est parti à l'aéroport. En ce qui concerne cet itinéraire, oui, je le recommande absolument parce qu'on a visité énormément de choses et en même temps on n'a pas du tout eu l'impression d'être dans le rush pour pouvoir voir ces différentes étapes-là. Au contraire, on avait vraiment prévu en fait qu'il y ait des moments un peu de battement, de pause pour qu'on puisse avoir des après-midi tranquilles, notamment pour profiter des lodges et pour se remettre de la route parce que il y a eu... on n'avait pas tant de routes que ça à chaque fois. Je crois que le plus long qu'on ait eu c'était peut-être 3h30, mais juste les routes sont tellement mauvaises en Namibie sur certains axes, c'est vraiment de la route de piste, enfin ça s'appelle de la gravel road en anglais, t'as vraiment l'impression que tu roules sur de la tôle ondulée avec des petits cailloux partout. Et vraiment c'est très tape-cul, donc pendant 3h30 finalement t'as l'impression que t'as été dans la bagnole pendant 6 heures quoi. Donc c'était quand même un peu nécessaire parfois d'avoir quelques heures tranquilles, que ça soit au campsite ou dans un lodge. Puis mis à part ça, c'était aussi notre voyage de noces, donc on avait aussi envie de se la couler douce à certains moments. Alors il faut savoir que cet itinéraire là aussi, celui qu'on a fait, ça reste un itinéraire assez classique en Namibie, c'est la boucle vraiment traditionnelle que font les personnes qui viennent voyager en Namibie, c'est-à-dire de partir de la capitale Windhoek, de passer dans le désert du Namib, d'aller sur la côte atlantique pour repartir vers le parc d'Etosha. Donc soit dans le sens dans lequel nous on l'a fait, ou dans l'autre sens, c'est vraiment l'itinéraire que beaucoup de personnes empruntent. On a aussi quand même rencontré des gens qui empruntaient cet itinéraire, mais dans un laps de temps beaucoup plus court que le nôtre, enfin c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peut-être zappaient 1 ou 2 étapes par rapport à nous, mais qui du coup arrivaient à condenser tout ce que nous on a fait en l'espace de 10 jours. Personnellement, c'est peut-être pas ce que je recommanderais après l'avoir vécu, parce que du coup tu passes ton temps dans la bagnole, t'as aucun moment de répit et je trouve que tu profites peut-être pas assez aussi finalement des paysages et des lieux. Pour moi, ce que je recommanderais, peu importe l'itinéraire que tu souhaites faire, ça serait de partir au moins 2 semaines en Namibie. Alors quel est mon avis sur le fait de voyager en voiture et tente de toit? Et surtout, pourquoi ne pas avoir opté pour une simple voiture sans tente de toit et me loger uniquement dans des lodges? Donc cette question elle m'a été posée sur Instagram et je pense que le mieux déjà c'est de résumer comment on peut voyager en Namibie. Il y a vraiment, selon moi, 2 manières de voyager en Namibie. La première, et c'est celle que j'ai décidé de faire, c'est de louer une voiture avec une tente de toit et de se loger principalement dans des campsites. Et la deuxième, ça serait de louer une voiture simple, c'est-à-dire sans tente de toit, et de se loger plutôt dans des hôtels, dans des guest houses ou dans des lodges. Alors pour le bien de cette vidéo, je me suis un peu renseignée et honnêtement, je ne vois pas comment il serait possible par exemple de visiter la Namibie juste avec des transports locaux, par exemple des bus ou des trains. De ce que j'ai vu, c'est vraiment très peu développé, c'est-à-dire qu'il y a des bus qui permettent de relier Windhoek à Swakopmund, mais c'est à peu près genre la seule liaison en gros. Enfin, il en existe d'autres, mais c'est vraiment pas le moyen de transport le plus développé dans le pays qui te permettrait de visiter, de voyager en fait juste avec le système de bus par exemple. J'ai un peu regardé vraiment sur plusieurs étapes de mon itinéraire, c'était impossible de s'y rendre avec les transports locaux, donc c'est pour ça que je parle vraiment de 2 solutions pour voyager en Namibie, c'est-à-dire soit la voiture et la tente de toit, et en termes d'hébergement tu vas plutôt te loger dans des campsites, ou la voiture simple, c'est-à-dire sans tente de toit, et où tu vas plutôt te loger dans des hôtels, des guest houses, des tented camp ou des lodges. Donc comme je le disais, nous notre choix s'est porté sur le fait de louer une voiture avec une tente de toit. Par contre on ne s'est pas logé uniquement dans des campsites, on a dû loger peut-être aller à 65-70% dans des campsites et le reste du temps on a décidé d'opter pour des lodges. C'est un choix personnel, chacun fait comme il veut, nous on est très contents d'avoir eu entre gros guillemets les 2 expériences. Maintenant par rapport à mon avis sur le fait de voyager en voiture et tente de toit. Alors déjà, aucun regret par rapport à ce mode de voyage, on va dire. Déjà parce que je trouve que l'infrastructure touristique en Namibie se prête extrêmement bien au fait de voyager en voiture et tente de toit. On ne croise dans tous les cas que des voitures avec des tentes de toit sur la route. Et peu importe les étapes que tu souhaites ajouter à ton itinéraire, tu trouveras forcément des campsites, des emplacements de camping qui sont quand même assez bien développés, enfin tu vas pas galérer à en trouver. Par contre, il faut quand même se rendre compte que tu décides de voyager avec une voiture et tente de toit ou avec une voiture dite classique, que la conduite n'est pas toujours forcément évidente en Namibie. Déjà, toutes les routes loin de là ne sont pas asphaltées. Donc la route avec du goudron, tu vas pas en trouver partout, même si ça existe, hein, bien évidemment, on en a aussi emprunté, mais tu vas également retrouver beaucoup de routes de gravier, enfin de gravel road, c'est vraiment de la piste, et parfois c'est même vraiment des routes assez accidentées, c'est-à-dire que nous, notre premier tronçon, donc de Windhoek jusqu'à Sesriem, je pense qu'au bout de 20 minutes de route,
la route goudronnée s'est arrêtée sec, et là c'était le début de la piste, et on est passé dans des espèces de massifs montagneux. C'était pas nécessairement évident. Selon moi, c'est quand même à savoir avant de se lancer dans ce type de voyage. Et aussi, j'ai trouvé que c'était quand même énormément d'informations en fait à intégrer dès le premier jour. Tu sors à peine de l'avion, tu récupères ta voiture, et là il faut que tu intègres directement tout le fonctionnement alors de la tente de toit, comment la déplier, la replier, la remonter, comment se range tout l'arrière du pick-up, parce que bon techniquement c'est un pick-up qui a été un peu transformé en fait pour en faire une voiture et tente de toit. Donc faut que tu saches exactement où tout est rangé, et puis faut qu'on t'explique aussi la manière dont on sert de la bagnole, la compression, la décompression des pneus. Alors oui, je sais conduire une voiture, pour autant dégonfler et regonfler des pneus, ça m'arrive pas tous les jours. Plus, de manière générale, en fait, tout ce que l'agence de location met à ta disposition. Enfin, après un vol de 11 heures dans lequel, personnellement, je n'ai absolument pas dormi, c'était beaucoup d'informations à intégrer. C'était rien de compliqué en soi, mais encore une fois, voilà, après 11 heures de vol, c'était beaucoup d'infos d'un coup. Enfin, la dernière raison pour laquelle nous, on a décidé d'opter pour ce mode de voyage, on va pas se mentir, mais c'est quand même le prix. Je pense que je vais surprendre personne en disant qu'un emplacement de camping, ça coûte moins cher qu'une nuit en lodge. Et le fait d'avoir loué une voiture avec tente de toit et d'avoir dormi plusieurs nuits parfois dans des campsites qui étaient à genre 20 € la nuit, ça nous a aussi permis de nous faire plaisir sur des lodges pour quelques nuits qui coûtaient évidemment bien plus cher. Donc je pense que c'est un arbitrage à faire en fonction du budget de chacun, mais nous on a trouvé notre équilibre de cette manière. Faut quand même noter aussi que quand tu te loges en voiture et tente de toit, en fait t'économises pas juste sur l'hébergement parce que tu vas te loger dans un campsite. Tu vas nécessairement économiser un peu sur la nourriture, parce que si tu vas que dans des campings, la plupart du temps tu vas quand même faire à manger toi-même, alors que si tu te loges uniquement en hôtel, en guest house, en lodge, en tented camp, en général bah, t'as pas de cuisine à ta disposition, donc tu vas manger sur place et ça revient aussi plus cher. Après, on avait quand même fait le calcul assez grossièrement, histoire de se rendre compte de quelle était la différence de prix. Parce que si tu calcules, finalement, le fait de se loger en lodge et donc de petit déjeuner, dîner en lodge ou en hôtel, ça revient plus cher. Mais d'un autre côté, la location d'une voiture avec tente de toit, eh bien c'est quand même plus cher que la location d'une voiture classique. Donc si toi t'es plutôt dans l'optique de partir voyager en Namibie, de louer une voiture classique et de te loger qu'en hôtel, bah sache que en fait la différence entre les deux est pas non plus si drastique que ça. Alors oui, dans tous les cas, louer une voiture, dormir en lodge et déjeuner, petit déjeuner, dîner en lodge, ça reviendra plus cher, mais je n'ai plus les calculs en tête, mais enfin ça allait pas du simple au double non plus quoi. Et je pense que c'est une bonne transition pour parler du budget de ce voyage en Namibie, parce que c'est évidemment une question qu'on m'a posée. Combien ça t'a coûté au total? Donc on va commencer par un petit disclaimer avant, comme d'habitude. La Namibie, ça reste un pays assez peu touristique, même si c'est un pays qui commence à être connu et il y a de plus en plus de personnes qui y vont. Voilà, c'est pas un pays aussi touristique que le Vietnam ou que le Brésil. Ce qui fait que l'enveloppe de base est nécessairement un petit peu plus élevée, et je rappelle également que c'était mon voyage de noces, d'accord? Donc on avait envie de se faire plaisir. Voilà. Ceci étant dit, je sors les chiffres. Donc pour ce voyage de 17 jours pour 2 personnes, ça nous est revenu à un total de 1897,33 €, ce qui fait une moyenne par jour et par personne de 238,16 €. Donc pour détailler un peu ce qui est compris dans ce prix, c'est vraiment le montant total, c'est-à-dire du départ d'où on habite, c'est-à-dire à Saint-Malo, jusqu'au retour à Saint-Malo. Donc j'inclus dedans le train aller-retour jusqu'à Roissy, notre avion pour nous rendre jusqu'en Namibie, toutes les dépenses sur place, les frais de visa, l'assurance voyage, etc. D'ailleurs, voici le détail qui s'affiche à l'écran. Pour les transports, on a payé 4 927,62 €. Pour les logements, on a payé au total 1 675,50 €. Pour la nourriture et les boissons, on a déboursé 580,33 €. Pour les activités, on a dépensé 574,43 €. Et dans tout ce qui était catégorie divers, c'est-à-dire les pourboires, parfois de payer un garde pour garder notre voiture sur des parkings pas sécurisés, mais également les souvenirs, les cartes postales, ce genre de choses, on a payé 229,95 €. Donc comme je disais juste avant, si tu te loges qu'en camping et que tu cuisines par toi-même, cette enveloppe va nécessairement baisser, ce budget total te reviendra bien moins cher. Nous, comme on a fait un mix des deux, j'estime qu'on est entre les deux. J'ai fait la moyenne sur les différents hébergements qu'on a pris pendant notre voyage, et en moyenne pour nous,
Une nuit en camping pour 2 personnes, ça revenait à 800$ namibiens, donc c'est à peu près 39€. Et comparativement aux nuits en lodge qu'on a faites pendant ce voyage en Namibie, en moyenne, une nuit en lodge pour 2 personnes, ça nous revenait à peu près à 140€. Donc voilà, pour les ordres de grandeur. J'ai évidemment eu une question sur la sécurité, et plus précisément la sécurité en voyage solo pour partir en Namibie. Est-ce que c'est safe? Est-ce que moi je me suis sentie en sécurité dans ce pays, etc. 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 Comme d'habitude, j'ai un peu du mal à répondre à ce genre de questions parce que je ne suis pas partie en Namibie seule. Encore une fois, c'était mon voyage de noces, j'étais avec mon mari, donc à aucun moment j'étais seule. J'ai pas de légitimité à répondre à cette question, pour faire simple. En fait, j'ai mon avis et mon expérience en tant que femme, mais mon avis et mon expérience en tant que femme accompagnée va forcément différer de l'avis et de l'expérience d'une femme seule sur place. Donc, pour être honnête, je vois pas ce que mon avis va apporter à la discussion. Mais bref, ceci étant dit, à aucun moment je me suis sentie en insécurité sur place. Mais encore une fois, je n'étais pas seule. Par contre, après avoir visité ce pays, je pense que dans tous les cas, c'est pas un pays que je recommanderais pour un voyage solo. Pour moi, ça ne s'y prête pas. Déjà parce que toutes les personnes que tu croises, en fait, j'ai vu personne en mode solo, et ce sont souvent des couples ou des familles. J'ai vu quand même pas mal de personnes avec des familles et des jeunes enfants, je dirais 4, 5, 6 ans, ou peut-être parfois un petit peu plus grands. Et sinon, c'était vraiment des couples qui, comme nous, étaient en voyage ou en voyage de noces. Donc je sais pas si personnellement c'est un pays que je recommanderais pour faire un voyage solo, je dirais pas que ça s'y prête en fait. Et on va terminer cette vidéo avec la dernière partie, c'est-à-dire mes conseils pour voyager en Namibie. Donc ça va être des conseils un petit peu dans le désordre. En fait, ce que j'ai fait pendant mon voyage, c'est que je m'étais gardé une note Google Keep, et dès que j'avais quelque chose qui me semblait vraiment important à noter et à partager, eh bien je l'écrivais. Voilà, donc cette dernière section sur mes conseils pour voyager en Namibie, c'est le résultat de ma note Google Keep pendant tout ce voyage. Alors numéro 1, toujours avoir de la petite monnaie sur soi, que ce soit pour payer des pourboires, payer le gars qui va surveiller ta voiture sur le parking. Il faut savoir que les vols dans les voitures, c'est quand même assez courant en Namibie, surtout dans les grandes villes, ou dans les petites villes, on va dire peu touristiques, où les touristes ne passent pas beaucoup. Donc en général, c'est assez courant en fait de payer le garde, la personne de la sécurité, pour que en gros il surveille ta voiture le temps que tu fasses tes courses. Il y a aussi quand même toute une culture du pourboire autour des personnes qui t'aident à ranger tes courses par exemple, donc c'est pour ça que je conseille vraiment toujours d'avoir de la petite monnaie avec soi. Alors deuxième conseil, prendre une assurance avec la location de sa voiture, et ne pas forcément prendre l'assurance la moins chère. Je parle par expérience, en connaissance de cause. En fait, il faut pas se dire que tu vas prendre la moins chère, parce que dans tous les cas ça va pas te servir. Ça m'a servi le premier jour, d'accord? Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit que notre premier tronçon de Windhoek à Sesriem, au bout de 20 minutes, fin de la route goudronnée, on a commencé à avancer sur de la piste. À peu près 15 minutes après cette fin de route goudronnée, on croise une autre bagnole dans l'autre sens, on se prend un caillou dans le pare-brise. Olivier de Carglass. Olivier de Carglass, voilà. J'arrive pas à faire la mise au point, mais vous voyez cette belle chose là, voilà. Bah voilà, on a notre premier impact. Ça fait 2 heures qu'on roule. Et nous n'avons pas de réseau pour appeler l'agence de location, c'est super. Qu'il est beau. Miam. Et il faut savoir qu'avec notre niveau d'assurance, donc nous, il y avait 3 paliers d'assurance avec notre agence de location de voiture, on avait pris le plus haut et on a hésité jusqu'au dernier moment avant de prendre le plus haut. Il faut savoir qu'il n'y avait que ce dernier palier qui permettait de couvrir les dégâts sur les bris de pare-brise. Donc heureusement qu'on l'a pris, parce que remplacer un pare-brise ça coûte à peu près 2000 balles. Voilà, autant te dire que ça m'arrangeait bien de ne pas avoir à payer de ma poche un pare-brise à 2000 balles. Troisième conseil, prendre une carte SIM sur place avec forfait internet et aussi forfait appel. J'ai longtemps hésité avec le fait de prendre une eSIM, parce que c'est quand même très pratique une eSIM. Mais il y a un inconvénient aux eSIM, en tout cas celle que je connais, j'ai quand même fait le tour de plusieurs applications, il n'y en avait aucune qui proposait des minutes d'appel pour pouvoir notamment appeler son agence de location de voiture. Justement, pour revenir à cette affaire de pare-brise, Olivier de Carglass, tout ça, et bien justement il a fallu qu'on appelle l'agence de location de voiture pour leur signifier qu'on avait eu un éclat en fait, un impact sur le pare-brise. C'était la procédure qui était demandée en cas de bris en fait avec cette agence de location, c'était de les prévenir direct quand c'était fait, comme ça ils pouvaient noter dans le dossier quand c'était arrivé. Donc nous c'est ce qu'on a fait, et surtout ils ont pu nous expliquer la marche à suivre ensuite pour entre guillemets sécuriser le pare-brise pour le reste du voyage. Parce que non, notre pare-brise n'a pas été remplacé pour le reste du voyage. Et pour le coup ça nous a bien servi d'avoir des minutes d'appel pour ça, ce qui n'aurait pas été possible en fait avec une eSIM. Et la carte SIM en l'occurrence on l'a achetée auprès de l'opérateur le plus connu sur place qui est MTC.
On est allé directement dans une agence MTC à Windhoek, il y a aussi un bureau MTC directement à l'aéroport. Juste, il faut aller à celui qui est après les douanes, en fait, enfin quand tu sors vraiment de l'aéroport, tout simplement parce que les forfaits qui y sont pratiqués sont un peu moins chers. Mais nous, on avait, je crois, 100 minutes d'appel, 100 textos, et genre 20 gigas d'internet, et on a payé genre 13 ou 14 euros, quelque chose comme ça, pour un mois entier. Autre conseil, c'est de prévoir un budget activité. Alors oui, en Namibie, il y a beaucoup de choses que tu peux faire par toi-même et qui vont te permettre de limiter le budget, mais il y a aussi beaucoup d'activités qui sont payantes, et je trouve que les activités payantes en Namibie sont très vite chères. Il y a des activités qui sont payantes et donc un peu plus chères qu'on a faites qu'on regrette pas. Je pense notamment à notre demi-journée d'excursion dans le Damaraland pour aller voir les éléphants du désert, ou encore notre excursion d'une journée à Sandwich Harbour. Ça, c'est des choses que je referais sans hésiter et au même prix. Et pourtant, on avait bien comparé, mais au bout d'un moment, quand le prix de base est cher, c'est cher. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de bien te renseigner en amont sur les différentes activités et de prévoir un budget activité. Ensuite, si tu veux loger uniquement dans des emplacements de camping, dans des campsites, fais-toi une liste de critères avant de chercher campsite. Franchement, il y a une très grosse offre d'hébergement en camping en Namibie, ça, il n'y a pas débat là-dessus. Par contre, et je pense que c'est un peu normal, tous les campings se valent pas. Donc si par exemple tu ne veux que des salles de bain privées et pas des salles de bain communes, il faut quand même te le noter parce que tous les hébergements de camping ne proposent pas de salle de bain privée. Tous les emplacements de camping n'ont pas nécessairement une prise électrique directement sur l'emplacement, parfois il faut aller dans les communs. Donc ce genre de critères, pour moi, c'est assez important à noter pour pouvoir déjà trier en fait tous les campsites que tu vas pouvoir trouver quand tu vas faire tes recherches. D'ailleurs, en parlant d'hébergement, j'arrive au prochain conseil, et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, vaut mieux réserver ses hébergements en avance. Et quand je dis en avance, je parle pas de 3 jours ou de 3 semaines, hein. Nous, on a réservé 7-8 mois à l'avance et il y avait déjà des trucs qui étaient complètement sold out. Donc comme je disais, on est parti fin août, on a réservé nos billets d'avion au mois de janvier, et je crois qu'on a commencé à réserver vraiment nos hébergements tout début février. Et franchement, il y a plusieurs endroits où en fait on n'avait pas de choix. Je pense notamment à Sesriem où on a passé 3 nuits. On a pris 3 nuits dans le campsite NWR, donc de Namibia Wildlife Resorts. C'était pas le premier que j'avais dans mon viseur, j'en avais vu un autre qui était mieux noté, qui avait l'air plus sympa, mais il n'y avait pas de disponibilité. Et c'est pareil par exemple à Etosha où on a fait 2 nuits en lodge, mais dans 2 lodges différents, tout simplement parce que aucun des deux n'avait de disponibilité pour 2 nuits de suite. C'est pas grave, mais je pense que ça indique quand même que, en tout cas à cette période-là, il y a encore une grosse demande touristique par rapport à l'infrastructure, donc vaut mieux réserver en avance. En parlant d'avance, fais ton visa en avance aussi, parce que oui, ça s'appelle un visa on arrival, mais il n'est pas on arrival. Il faut le faire avant, il faut le payer avant, et quand t'arrives, c'est juste que tu donnes ton papier, et que là on te délivre le visa dans ton passeport. Mais techniquement, il faut faire toutes les démarches avant. Et en plus, l'aéroport de Windhoek, il est quand même assez petit. Il y a quelques vols qui arrivent par jour, et en général, il y en a au moins 2 ou 3 qui arrivent en même temps. Donc si tu veux pas perdre trop de temps en fait à l'arrivée au moment du contrôle passeport, vraiment fais ton visa à l'avance. J'ai trouvé que la procédure était plutôt bien faite sur le site du gouvernement namibien, pareil pour payer. Donc honnêtement, facilite-toi la tâche et fais-le en avance quoi. Alors aussi, n'oublie pas ton adaptateur de type D, qui ressemble à ça. Voilà, parce que moi, de ce que j'avais vu, c'est qu'il en fallait un qui ressemble à ça. Mais en fait non, il en faut un qui ressemble à ça. Vraiment, si t'as pas un adaptateur de type D, pour moi c'est impossible, ou quasiment impossible en fait, de pouvoir recharger quoi que ce soit en Namibie. C'est-à-dire que toutes les prises, je pense, enfin la grande majorité des prises qu'on a eues dans les lodges, dans les campsites, c'était toujours des prises de type D. Et franchement, à quelques rares fois, en plus d'une prise de type D, au-dessus, on avait une prise française. Enfin, j'appelle ça une prise française parce que je sais plus ce que c'est le type, je l'écrirai dans l'écran. Mais ça a été vraiment très très rare, donc nous, on a acheté l'adaptateur de type D dès le premier jour quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le bon adaptateur. Ils en vendent dans tous les supermarchés à des prix dérisoires, mais vraiment, il faut acheter un adaptateur de type D. Ensuite, n'oublie pas de télécharger Maps.me pour les randonnées, et sinon tu peux quand même pas mal te servir de Google Maps ou de Waze pour les routes. Nous on s'est servi des deux et ça fonctionnait très bien. Avant-dernier conseil, la Namibie c'est un pays aride, sec et très poussiéreux. Donc je te conseille évidemment de prendre des affaires qui soient légères et versatiles, mais surtout des affaires qui ne vont pas craindre le sable, parce qu'au bout de 2 jours, t'auras du sable partout, et tu ne t'en débarrasseras pas avant de repartir de Namibie. Et enfin, dernier conseil, comme je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, les amplitudes thermiques en Namibie sont vraiment lunaires, donc même si tu pars à une période où les températures sont agréables, pour autant les températures baissent beaucoup la nuit, donc pense quand même à prendre dans tes affaires un pull et un coup de vent. Je me souviens d'une fois où on était à Sesriem pour aller faire le lever du soleil, enfin aller voir le lever du soleil à la dune 45, des vents de zinzin, d'accord. Donc
Pour ça, j'étais bien contente d'avoir un coupe-vent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo récapitulative de mon voyage en Namibie. J'espère que ça t'aura apporté plein d'informations pour toi aussi organiser ton prochain voyage en Namibie. Si t'as d'autres questions sur l'organisation de ce voyage, bien sûr, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!